Stora, plutôt que de parler de repentance, vous, et c'est plus compliqué et c'est plus intelligent, vous vous battez pour qu'il y ait une écriture commune de l'histoire entre la France et l'Algérie. On n'en est pas là. Depuis 2 semaines, tous les matins à 6h, vous racontez votre guerre d'Algérie, Benjamin Stora, sur France Culture, dans l'émission Un autre jour est possible. Et là, ces histoires... À 6h du matin, ce qu'il faut. Qu'on peut podcaster et télécharger. Ouais. Et c'est très intéressant, parce que c'est à la première personne. Est-ce que toutes ces histoires que vous venez d'entendre, Benjamin Stora, vous les retrouvez dans les manuels d'histoire, dans les cours d'histoire? Est-ce qu'on a tout dit à propos de la guerre d'Algérie, tout écrit, tout montré? On peut pas tout dire sur un événement historique aussi considérable que celui-là, c'est pas possible, c'est un chantier qui restera ouvert, comme toutes les histoires d'ailleurs. Il n'y a jamais, heureusement, il n'y a jamais d'histoires définitives qui sont écrites, sinon des histoires officielles. Donc il faut s'en méfier. Lorsqu'il y a quelqu'un qui vous dit l'histoire est finie, elle est définitive, elle est écrite, oulala. Non, c'est un chantier ouvert. Non, moi ce que je trouve très fort ce matin dans cette rencontre, bon, il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes. Deuxièmement, c'est la reconstitution. Il en profite. Moi aussi, je voulais le dire. Il nous l'a enlevé. Non, c'est Jean-Pierre qui m'en a donné l'occasion quand il a parlé de son émission sur la bibliothèque Médicis. C'est les 4 femmes. Tout à fait. Deuxièmement, moi ce que je trouve très bien, c'est qu'il y a les 3 communautés qui parlent de souvenirs, les musulmans, les juifs et les chrétiens, comme on disait en Algérie, donc d'hommes d'un certain âge maintenant, et qui racontent leur enfance. Ça, c'est très fort, c'est très émouvant, parce que c'est des souvenirs en fait qui sont pratiquement les mêmes, parce que moi j'habitais non pas au-dessus d'un théâtre mais d'un cinéma qui était le Vox à Constantine, qui est un cinéma très très connu à Constantine, et donc toute mon enfance j'entendais en fait les bruits des films, le pont de la rivière Kwai, Quand passent les cigognes, les 10 commandements. Je ne vais pas ici faire la liste de tous les films qui passaient à l'époque, et donc j'ai été bercé, nourri, toute la cinéphilie est venue de là en fait, de cette vie-là. Les souvenirs aussi, bien sûr, qui ont été dits, qu'on ne connaissait pas l'Algérie. Moi, je l'ai découvert plus tard, lorsque j'ai travaillé dessus, que j'ai sillonné effectivement ce pays en long, en large et en travers. On connaissait notre ville et encore notre quartier. Parce qu'en fait, la guerre, elle nous a coupés du reste de la ville. On était dans des quartiers séparés complètement, avec des barbelés. Parce que tu parlais tout à l'heure des détours qu'on était obligés de faire. Mais en fait, c'était aussi des barbelés. C'était marqué rue barrée par l'autorité militaire, et pour acheter le pain, on mettait une demi-heure. Donc c'était quand même pas très simple. Donc on a effectivement ce type de souvenirs. L'éruption de la guerre à Constantine a été très violente, très tôt, notamment par rapport à Alger et Oran, puisque le 20 août 1955, les gens de la LN, les paysans sont rentrés dans la ville de Constantine. Ils sont rentrés dans Skikda, mais ils sont rentrés dans la ville de Constantine. Et moi, comme j'habitais en face des gorges du Rumel, j'avais 5 ans, l'armée est brutalement rentrée chez moi et ont installé une mitrailleuse et ont tiré sur les gorges du Rumel. J'avais 5 ans, j'étais absolument terrifié. Le bruit assourdissant de la mitrailleuse sur les gorges du Rumel contre des gens qui s'enfuyaient, tu connais Constantine évidemment, et ils tiraient à la mitrailleuse à partir de mon appartement, et j'avais 5 ans. Donc le bruit terrible avec les douilles qui sautent, etc., c'était le 20 août 1955. Donc la guerre, elle a fait son entrée brusquement, pas simplement par des attentats, etc., mais c'était une ville, disons, où il y a eu effectivement ce sentiment d'être assiégé, d'être dans la guerre très tôt, très vite, et en fait, vers la fin de la guerre d'Algérie, bien sûr, les enfants ne sortaient pratiquement plus dans les rues, et on jouait sur les terrasses. En fait, on sortait plus dans la rue, mais la dernière année, moi, je suis plus allé au lycée, le lycée d'Aumale, c'était fini. Bon. Donc, ce sont des souvenirs, effectivement, qu'on peut partager, avec aussi ce souvenir tout particulier de Constantine, qui est, j'allais presque dire, ce souvenir intercommunautaire entre les juifs et les musulmans, les circoncisions, on disait les communions pour les juifs, c'est-à-dire les bar mitzvahs, on appelait ça comme ça, les mariages avec la musique, bien sûr, et donc il y avait cette espèce de mélange. Mais en même temps, il y avait aussi de la séparation, quoi. En même temps, il y avait aussi de l'absence de mixité. Mariage mixte. Pas de mixité. Voilà, je ne connaissais pas ça. Pas de mixité sexuelle. Ça n'existait pas. Même entre il y en a eu. Les juifs et les non-juifs. Dans chaque famille, il y avait toujours l'exemple, il y avait toujours un mariage hors norme qui pouvait exister. Mais en fait, en général, ça n'existait pas, bien sûr. Il y avait cette sorte de convivialité apparente dans l'espace public, mais quand même une séparation qui était très très forte, je veux dire, à l'intérieur des communautés, ça c'est évident. Donc ça aussi, on l'a partagé ensemble, on l'a vécu ensemble, avec bien sûr dans la guerre
cette sorte de séparation définitive, quoi. Parce qu'il y a eu une séparation définitive par la guerre entre toutes les communautés, et c'est vrai que pour les Juifs d'Algérie, enfin de Constantine ou les Européens, à partir de 1960-61, ils voyaient pour la première fois apparaître les masses algériennes dans la rue. C'était là qu'ils ont vu apparaître le drapeau algérien, etc. Mais ils en ignoraient complètement l'existence. Ça n'existait pas. Y compris pendant la bataille d'Alger, on ne voyait pas un drapeau algérien flotter ou rien du tout. Il a fallu attendre la fin, c'est-à-dire décembre 60, la Casbah, etc., pour voir arriver j'allais dire physiquement, hein, les masses algériennes, parce que sinon, les gens vivaient à l'intérieur d'espaces fermés en s'ignorant les uns par rapport aux autres. C'est tout le drame d'ailleurs de l'histoire coloniale. C'est cette sorte de peur de l'autre, en fait. Des communautés de peur, où tout le monde avait peur de tout le monde, avec des séparations. Le drame, c'est que 50 ans après, malheureusement, ces communautés de peur, dans l'histoire de cette guerre, elles se reproduisent. Et c'est ça qui est terrible, quoi. C'est-à-dire qu'on continue d'avoir peur les uns des autres. Ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il faut faire attention quand on parle de l'Algérie, de dire j'ai la nostalgie d'un pays qui a disparu, qui s'appelait l'Algérie française, tout simplement, qui a disparu, c'est fini l'Algérie française, c'est une autre Algérie qui existe maintenant. Et on peut avoir la nostalgie de son enfance. Le dire comme ça peut passer pour... bon, et inversement, je vois très bien tout ce que tu veux dire. Ce que tu disais sur les Algériens, bien sûr, je l'ai ressenti, mais pourquoi ? C'est qu'à mon sens, les Algériens ont gagné cette guerre, donc ils sont plus généreux. Ils ont eu beaucoup de morts chez les Algériens, des centaines de milliers de morts, mais ils ont gagné la guerre d'Algérie. Et donc quand on gagne la guerre d'Algérie, il y a le sentiment de la fierté, et donc de la générosité. Les pieds noirs, etc., ce sont des vaincus de l'histoire. Ils ont perdu cette guerre. Ils ont perdu la guerre d'Algérie. Alors, on peut discuter sur pourquoi ils ont perdu. Alors jusqu'au boutisme. Est-ce que la France gaulliste n'a pas gagné la guerre d'une certaine façon ? Parce qu'elle l'a recouvert. Elle a transmué, elle a transformé cette guerre. Aux dépens des pieds noirs et peut-être des harkis qu'elle a abandonné. Cette guerre, absolument. Si on reste du côté français, effectivement, l'histoire de cette guerre, elle a été effectivement mythologisée aussi par la magie du verbe du général de Gaulle, qui a transformé cette défaite politique en une sorte de victoire par une politique tiers-mondiste. C'est-à-dire que de Gaulle est devenu ensuite le leader du tiers-monde, entre guillemets, discours de Phnom Penh, Mexico, Québec, etc. Ce qui fait que les Français ont le sentiment qu'une grande histoire se continuait, alors qu'en fait elle était finie, quelque part avec la fin de l'Algérie française. Il a pris la tête de la décolonisation, exactement, malgré lui, forcé. Voilà, c'est-à-dire qu'il est devenu le décolonisateur, par parenthèse, alors que c'est sous son règne que la guerre a été la plus violente, hein, qui a été la plus dure. Ça, c'est terrible, quoi. Je veux dire, en 59, le plan Charles en particulier a été absolument terrible. Mais ça, on l'a oublié aussi. Donc, il a réussi, disons, à reformater, reformuler, réécrire cette histoire pour donner l'illusion, effectivement, qu'une grande histoire se continuait. Et donc, à partir de là, la parole des Algériens, comme la parole des vaincus, entre guillemets, pieds noirs, n'était plus audible, quelque part. C'est-à-dire qu'on tournait la page du Sud, et j'ajouterais, comme tout le monde aussi avait intérêt à effacer cette histoire. Je parle des acteurs eux-mêmes. À gauche, il fallait effacer le sentiment que c'était eux qui avaient mené cette guerre. Guy Mollet. C'est la gauche qui a dirigé, qui a embarqué... Guy Mollet, etc. C'est la gauche française qui a commencé cette guerre d'Algérie avec Robert Lacoste, évidemment, bien sûr François Mitterrand, ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur. Donc la gauche avait intérêt à l'effacement de cette guerre, donc dès 62. Mais la droite aussi, puisque la droite s'est déchirée sur la guerre d'Algérie, entre les partisans de l'Algérie française et ceux de l'indépendance, enfin de la décolonisation, avec le personnage emblématique de Jacques Soustel, qui était un gaulliste de la première heure en 1940. C'était pas un gaulliste de 1944, Jacques Soustel, ou même Georges Bidault, et qui ensuite vont se retrouver à la tête de l'OS. Et donc un déchirement extraordinaire, y compris du mouvement gaulliste lui-même, qui fait que la droite, elle aussi, avait intérêt à effacer ça. Elle avait intérêt. C'est aussi valable chez les Algériens. Alors, je vous dis tous les acteurs, j'ai pas fini. L'énumération n'est pas terminée. Quand je dis tout le monde avait intérêt à effacer tout ça, la gauche a effacé son passé, la droite a effacé ses divisions, ses affrontements, etc. Mais aussi, bien entendu, du côté français, d'autres groupes. Les Européens d'Algérie, quelque part, ont eux aussi effacé sur la question de leur propre responsabilité dans la conduite de cette histoire. C'est parce qu'ils ne voudront jamais avouer une quelconque responsabilité, puisqu'ils vont tout reporter sur le général de Gaulle, en disant que c'est un traître, etc., etc. Mais quelle est leur part à eux de responsabilité dans cette histoire? On ne le saura jamais. Donc du côté français, tout a été effacé. Mais du côté algérien, alors là, c'est encore...
j'allais dire, c'est presque plus simple. C'est que ceux qui vont conduire cette guerre révolutionnaire, à l'origine, ne seront plus les mêmes que ceux qui vont accéder au pouvoir en 1962. On ne va pas ici citer tous les noms. Mohamed Boudiaf, Krim Belkacem, Baban Ramdane, on ne va pas tous les définir, parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui ont été effacés de l'histoire dès l'été 1962, y compris les dirigeants de la Fédération de France, du FLN, comme Ali Haroun, Omar Boudaoud, qui ont été éliminés de la scène politique complètement. Donc il y a un effacement politique de cette histoire réelle au profit d'une autre histoire, d'une histoire mythologisée, etc. Donc si on regarde du côté français et si on regarde du côté algérien, tout le monde, à un moment donné, avait intérêt à l'effacement. Donc le résultat, c'est aujourd'hui bouche cousue. Non, oui, c'est difficile. De côté officiel. Officiel, parce que dans la société, par contre, il y a un désir, on le voit ce matin, il y a un désir de parole qui est extraordinaire. Et dans les jeunes générations, il y a un désir de connaissance qui est extraordinaire. À chaque fois qu'il y a une conférence dans une banlieue, dans un lycée, sur ce thème-là, il y a toujours un monde fou. Dans les jeunes générations, les gens qui ont aujourd'hui entre 20 et 30 ans ont envie de savoir. Et il y a une demande en Algérie. Venir ce matin, 11h du matin à la Fnac Forum, c'est pas ça, c'est plein quand même. Oui. Donc, et à chaque fois, c'est comme ça. Et en Algérie, il y a une demande d'intervention, de voix multiples pour venir raconter.